Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen, numéro hebdomadaire de Disputandum. Ce mercredi, nous nous intéressons au rapport entre gilets jaunes et journalistes, des rapports parfois cordiaux, parfois rugueux, aboutissant à des refus de parler au micro, des insultes et parfois aussi à des violences. Cette forte défiance vis-à-vis des médias se double de la concurrence des réseaux sociaux. Néanmoins, le mouvement occupe depuis mi-novembre une large place dans nos journaux qu'on peut interroger aussi par rapport à son poids réel. Autour de la table, pour en débattre près de moi, un membre de ce mouvement des Gilets jaunes, André Lotte, bonsoir. Bonsoir. Vous nous rejoignez après concertation de l'Assemblée constituante de Poitiers, les Gilets jaunes. À vos côtés, Gilles Bechet, sympathisant, Gilets jaunes, et précisons-le, ancien journaliste à Centre Presse et Nouvelle République. Bonsoir. En face de vous, Arnaud Varane, représentant du Club de la Presse de la Vienne et directeur de cette à Poitiers. Bonsoir. Et Nicolas Souris, directeur de l'École publique de journalisme de Tours. Bonsoir à tous, sentez-vous libre de débattre entre vous. Merci d'être avec nous. Cette émission est également retransmise sur nos pages Facebook de France 3, Poitou-Charentes, France 3, Limousin et France 3, Aquitaine. Vous êtes les bienvenus pour la commenter. Allez, d'abord un mot chacun sur la couverture médiatique accordée à ce mouvement. André Lotte, vous, de l'intérieur, comment est-ce que vous avez trouvé les reportages globalement ? Ça dépend. J'aurais tendance à dire que la presse locale a fait globalement le travail. Maintenant, il faudrait interroger réellement le rôle des médias en continu, donc BFM, LCI et CNews, pour ne pas les nommer. Et là, il y a énormément de choses à dire. Et je pense que le divorce qu'il peut y avoir entre la population et entre les Gilets jaunes et la caste médiatique peut s'expliquer également par le décalage qu'il peut y avoir avec ces chaînes tout info et la manière dont on nous traite depuis le début de ce conflit. Pourtant, ces chaînes info, elles vous ont donné une caisse de résonance assez importante que vous n'auriez pas eue sans elles. Oui, mais elles ont aussi orienté énormément le cours des événements en choisissant délibérément d'accentuer et de ne parler que des violences, forcément. Des violences des casseurs. Des violences des casseurs, puisque effectivement les violences policières, il a fallu attendre très longtemps avant qu'on commence à en parler du bout des lèvres, et ça fait aussi partie des choses qui ont posé problème pour pas mal de Gilets jaunes. Arnaud Varane, localement, quelle analyse ? Localement, je pense que les médias effectivement ont fait le job, ont suivi depuis le 17 novembre le mouvement. Moi, à titre personnel, j'étais le 17 novembre devant le Parc des Expos, j'ai suivi une partie de la manifestation. J'ai été assez impressionné par l'ampleur du mouvement, sur un motif de contestation qui était à l'époque le refus de la hausse de la taxe sur les carburants. On a vu que ce mouvement il a évolué finalement au fil du temps. Il n'y a pas des gilets jaunes de la même manière qu'il n'y a pas des médias ou une caste médiatique. Je pense qu'il faut être très précautionneux dans les mots qu'on utilise et ne pas jeter l'opprobre ni sur les journalistes ou sur les gilets jaunes, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a une grande diversité d'un point à l'autre, à Poitiers, à Cognac, à Angoulême, à La Rochelle. On ne peut pas dire qu'on ait rencontré les mêmes personnes. Donc voilà, je pense que la presse locale, de cette manière-là, a fait le job, a suivi ce mouvement. C'était de l'inédit pour tout le monde. Il faut bien se rappeler ça, dans l'histoire de France, rarement, en continu, pendant plusieurs semaines, des ronds-points ont été occupés par des gens qui avaient des revendications, et des revendications qui étaient légitimes et qui ont été, encore une fois, traduites par les médias. Mais il y a eu un temps d'adaptation, effectivement. Il y a une barrière de la méfiance, de la défiance qu'il a fallu parfois casser. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé en local, ou en tout cas dans la Vienne, parce qu'on a réussi aussi à s'apprivoiser d'une certaine manière. Au fur et à mesure des samedis. Gilles Bechet, vous m'expliquiez en préparant cette émission avoir parfois joué les médiateurs. Oui, ça m'est arrivé parce qu'en tant qu'ancien journaliste, de voir des confrères, des anciens confrères être un petit peu malmenés d'un côté, ou d'un autre côté, voir des gilets jaunes qui allaient un peu trop loin. Par exemple, lorsqu'ils s'en sont pris à la sortie de journaux, bloquer des journaux, j'étais le premier à leur dire non, ça c'est pas une bonne idée. On a toutes sortes de moyens d'intervenir quand on n'est pas d'accord avec ce qu'un journaliste ou un journal publie. J'ai eu l'occasion de leur dire, et de l'écrire également sur Facebook, leur dire non, ne faites pas ça, faites du bruit, tapez dans des casseroles devant les rédactions si vous voulez, manifestez, écrivez, envoyez des mails, mais n'empêchez pas un moyen d'expression démocratique. Là, vous faites référence à la Charente Libre, qui effectivement, il y a eu une tentative de blocage, c'était mi-janvier, je cherche la date dans mes notes. Il y a eu la Charente Libre, mais il y en a eu d'autres, il y a eu les journaux du groupe Sud-Ouest également. Donc pas que la Charente Libre, et du groupe Ouest France. Courrier de l'Ouest, de mémoire, c'est arrivé aussi donc en Deux-Sèvres. Et dans le Maine-et-Loire. À côté de Nantes, a été bloqué.
Voilà, il a fallu l'intervention là, pour la Charente-Libre d'une quinzaine de policiers pour permettre au camion de passer une première en 75 ans d'existence, se désolait le rédacteur en chef. Comment est-ce qu'on passe de Charlie à ça, Nicolas Souris? C'est compliqué à dire. Je crois qu'il y a eu aussi des mouvements un peu inflationnistes des deux côtés, à la fois dans le traitement médiatique. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. On a eu le sentiment de voir toujours un peu la même chose, d'entendre à peu près les mêmes analyses. Il y a aussi certainement des comportements inflationnistes du côté de ceux qui manifestaient, de l'incompréhension aussi entre nos différentes pratiques de manifestants, pratiques professionnelles chez les journalistes. Quand vous dites inflationniste, vous voulez dire qu'on en a fait trop sur ce mouvement? Oui. Il y a une étude là qui est en cours actuellement, qui est intéressante, qui est menée par des chercheurs de l'université de Toulouse sur une période assez contrainte, puisque c'est sur 21 jours, entre le 5 et le 26 novembre. Ils ont étudié, alors pas la presse locale, mais la presse nationale, 10 titres. Il y a eu 731 articles en 21 jours. Dans 10 titres de la presse quotidienne, il y a des journaux qui avaient 9 à 10 articles différents chaque jour pendant plusieurs jours. Donc, comment trouver 10 angles différents tous les jours pendant 3 semaines? C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur peut-être l'absence de recul qu'il y a eu dans certaines rédactions, l'absence aussi peut-être d'analyse des revendications, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le factuel, qu'est-ce qui se passe sur nos territoires, dans les ronds-points, à Paris et en province, mais peut-être pas assez de temps d'analyse, à la fois des revendications, des propositions qui ont été faites. Donc, en tout cas, ça a interrogé nos pratiques professionnelles, nous, en tant que journalistes, et puis quelque chose d'inédit, c'est qu'on n'avait pas d'interlocuteur. On avait une multitude d'interlocuteurs, mais on a l'habitude, quand on est journaliste, d'avoir des interlocuteurs bien définis, bien déterminés. Et là, on était face à une multitude de voix qu'il fallait comprendre, qu'il fallait essayer de décrypter. Et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que le traitement médiatique a été un peu différent. C'était une appétence par rapport à cet aspect un peu inédit. Vous l'avez senti, cette curiosité, André Lotte? Ça a été flatteur quand même, ça vous a porté au départ de sentir cet intérêt médiatique? Oui et non, parce que comme vous le disiez, au tout début, les Gilets jaunes ne voulaient parler à personne. Faut dire que la notion de défiance que vous avez employée, elle est tout à fait juste en fait. Défiance vis-à-vis des politiques, défiance vis-à-vis des institutions, défiance vis-à-vis des syndicats, mais également défiance vis-à-vis des médias, de la presse, des journalistes qui sont considérés comme complètement déconnectés de la réalité, en fait. Quand vous avez un espèce de petit club d'éditorialistes, en fait, qui ne doit jamais dépasser la petite couronne parisienne, en fait, et qui a un avis motivé sur tout depuis le début, qui pontifie, qui prend les gens, quelque part, de haut, en fait, parce qu'on s'est quand même senti méprisé, pas que par le président Macron, mais également par certains journalistes. Quand vous avez Christophe Barbier, par exemple, qui vous explique par A plus B que ça serait bien, finalement, pour calmer le populo, de retirer la taxe carbone, initialement? Non, c'était pas la taxe carbone, c'était la taxe qui permet de financer l'audiovisuel, en fait. Parce que de toute façon, les Gilets jaunes regardent la télé à longueur de temps. Enfin, il y a quand même une déconnexion absolument réelle. Quand pendant des années et des années, on a le sentiment que les journalistes ne racontent pas ce qu'on voit nous, et qu'on vient même nous expliquer que ce qu'on voit par notre fenêtre, ça ne correspond pas à la réalité, au bout d'un moment, il y a de sérieuses raisons de se poser des questions. Et puis il y a aussi est-ce que ce mouvement a permis de vous réconcilier avec les journalistes de terrain que vous avez pu croiser, rencontrer? Oui, je pense que petit à petit, il y a des liens de confiance qui ont réussi à se retisser. Mais par contre, le lien de défiance avec, encore une fois, les éditorialistes des grandes chaînes Tout Info, qui sont tenus par des milliardaires, dont on se demande quelle est l'objectivité, dont on se demande quels sont les liens entre politique et médias, vu le nombre de journalistes qui fréquentent ou qui sont mariés ou qui copinent avec entre politique et médias, le lien il est clair. Entre monde de l'argent, puissance financière, que ça soit Lagardère, que ça soit Drahi ou ce genre de choses, on peut quand même se poser des questions d'objectivité. Et puis il y a quand même eu un certain nombre de fake news aussi,
dont France 3, auquel France 3 n'a pas échappé, en fait. Le fameux panneau Macron dégage, qui, par l'opération du Saint-Esprit, devient Macron tout court. Et quand on nous explique par A plus B que c'est une erreur humaine qui est à l'origine de ce bug, on se pose la question. On se demande, mais est-ce que vous nous prenez vraiment pour des cons ? Enfin, excusez-moi d'être un peu trivial. Je reviens là-dessus. J'avais préparé effectivement quelque chose sur cet aspect-là. La chaîne s'est excusée le lendemain, plaidant l'erreur humaine, niant la volonté de censure. L'auteur de la pancarte a saisi le CSA sur ce motif de censure. Et un peu plus tard, on a appris que la chef d'édition pensait en fait appliquer une règle informelle qui interdit de passer des insultes à l'écran. Le fait est qu'il y a eu erreur là-dessus. C'est pas la seule. Ces histoires de quenelle et de gestes antisémites qui ont été faits devant la basilique de Montmartre. Pourquoi est-ce que l'Obs, pour ne pas le citer, a éprouvé le besoin de ressortir une photo qui avait été prise il y a 3 ans ? Enfin, honnêtement, il y a un nombre incalculable. Il y a matière à doute, en tout cas. Il y a matière à doute. Chez vous, de votre côté. Comment est-ce que vous avez analysé ces épisodes avec vos élèves, Nicolas Soris ? Alors, on a volontairement on n'a pas construit un module spécifique autour de ça. Par contre, on les a laissé travailler sur cette actualité-là, à la fois sur les manifestations, mais aussi on leur a demandé d'enquêter autour de certaines revendications, autour du mal-être social, autour de la fiscalité, donc tous ces thèmes qui continuent d'alimenter le grand débat national notamment. Donc, on a travaillé dans plusieurs directions, c'est-à-dire, comme toujours dans les écoles de journalisme, qu'est-ce qui est de l'ordre du factuel, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'analyse, hein. On leur a aussi demandé de travailler sur différents types d'écriture autour de ça, c'est-à-dire que quand on parle des gilets jaunes à la radio, on ne le fait pas de la même façon que dans la presse écrite, qu'à la télé, que dans le multimédia, donc des récits différents, des histoires différentes à raconter, mais je dirais qu'on l'a fait en faisant aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas focalisé sur les gilets jaunes, mais les gilets jaunes se sont invités dans les conférences de rédaction que l'on fait à peu près tous les matins, notamment pour un site qui s'appelle Les Rattrapages de l'actu, qu'on administre nous à l'école de journalisme de Tours. Ils se sont invités dans des productions éditoriales que les étudiants ont à faire chaque semaine, chaque mois, production audiovisuelle, production écrite. Donc on s'est emparé de cette actualité comme on peut s'emparer d'autres actualités pour travailler, tout simplement, mais on n'a pas voulu faire de focus là-dessus, plus que sur autre chose. Et puis, on commence aussi à analyser un peu comment les réseaux sociaux ont alimenté à la fois la diffusion de l'information, la diffusion alors moi j'aime pas trop le terme fake news, je préfère infox, on a créé un terme en français, utilisons-le, surtout que dans fake news il y a l'idée de fabrication d'une fausse nouvelle, et parfois il y a des fausses nouvelles qui ne sont pas volontairement fabriquées, donc il faut faire un peu attention à ce terme, moi je trouve, mais infox me plaît mieux. Et puis on a commencé à mettre en place, alors on n'a pas attendu les gilets jaunes pour le faire, mais on a commencé à mettre en place un programme de recherche sur 3 ans à l'école qui s'appelle Vigie, pour vérification d'informations dans le journalisme, sur Internet et dans l'espace public. Et donc pendant 3 ans, là, on a commencé en décembre, et pendant 3 ans, on va analyser justement la façon dont on vérifie l'information et surtout la façon dont les publics s'emparent ou pas de ces outils de vérification de l'information. Là encore, on interroge une chose dont on a commencé à parler aujourd'hui, c'est la défiance qui est réelle et qui existe entre les publics et les journalistes. Ce que démontre d'ailleurs tous les ans le sondage que fait Kantar pour le journal La Croix en début d'année, et qui fait voir qu'effectivement, on a besoin de rebâtir ce lien de confiance. Le baromètre de La Croix, qui est publié régulièrement depuis chaque année et qui montre que cette défiance s'élargit, le fossé se creuse. Oui, le fossé se creuse, et même la radio, qui était le média quand même de confiance, perd des points dans ce sondage. Donc on a de toute façon, les médias, nous, perdu le monopole de la diffusion d'informations depuis quand même maintenant une petite trentaine d'années. Les réseaux sociaux aujourd'hui agissent comme des moteurs puissants de l'expression publique, et c'est tant mieux. Et c'est très bien que les gens puissent s'exprimer. Mais je reste persuadé que plus il y aura des réseaux sociaux, plus il y aura d'infox, plus il y aura de sources alternatives aux journalistes, plus on aura besoin des journalistes dans l'espace public pour faire ce travail de vérification, pour être vraiment vigilant, pour être
honnête. Je ne parlerai jamais d'objectivité, je parlerai toujours d'honnêteté. Et effectivement, on peut pointer les quelques dérives, et elles sont sans doute trop nombreuses aux yeux de nombreux observateurs, que les médias ont pu commettre. Et ça, moi, je ne défendrai pas ça. Et j'invite chacun à balayer devant sa porte et à améliorer ses pratiques. En même temps, moi, je défends l'idée qu'à un moment donné, une grande majorité des journalistes de ce pays fait ce travail avec une vraie honnêteté, un vrai souci d'équilibre dans le report des faits. Parce que je rappelle quand même, et vous parliez, Monsieur Lotte, d'éditorialisation des plateaux de télé, et notamment des chaînes d'information en continu, qui nous font mal à nous, journalistes de terrain, d'une certaine manière, que ce qui fait l'essence même du métier de journaliste, c'est d'aller sur le terrain, c'est de se confronter à la réalité. De discuter, d'échanger avec vous, de rapporter votre point de vue, de rapporter celui du maire de Poitiers, peut-être éventuellement sur la loi anti-casseurs. Et à un moment donné, non pas de donner à penser, donner à réfléchir. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental qu'il faut absolument que les médias aussi réinvestissent. Mais il faut aussi prendre conscience que le temps s'est accéléré depuis quelques années, que le temps de l'analyse, finalement, il a disparu. Voilà, il a disparu, et on est dans le temps de l'émotion en permanence. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et que chacun fasse ce mouvement de ralenti pour pouvoir mettre sur deux plans, finalement, et l'information et l'analyse de cette information. Dernier mot, moi j'avais été frappé au moment de la démission de Nicolas Hulot de voir deux confrères donc de France Inter, en l'occurrence Léa Salamé et Nicolas Demorand, l'après-midi d'une annonce quand même quasi historique, un ministre de l'Environnement de la trempe de Nicolas Hulot démissionné un matin dans une matinale, l'après-midi refaire l'histoire de cette interview. Il y avait quelques heures qui s'étaient passées. Et moi, je trouve ça catastrophique parce que pour le coup, il faut laisser le temps au temps. Et on se regarde, effectivement. Et c'est pas bon. Donc là-dessus, moi, j'ai un regard vraiment très critique. Mais encore une fois, tout n'est pas acheté. Et je pense qu'il y a une vraie place pour retisser des liens de confiance entre les médias, les journalistes et le grand public. Encore une fois, moi, je suis fils de secrétaire, d'électricien. J'ai pas de grande fortune dans ma famille. Voilà, j'ai fait l'IUT de journalisme, une école publique à Tours, et je me sens complètement sur le terrain et sur le terrain de la réalité. Et pour revenir au rapport entre Gilets jaunes et journalistes, il y a eu aussi les journalistes pris dans la violence des affrontements liés aux manifestations, des scènes de violence urbaine qu'on observait jusque-là plutôt dans les quartiers difficiles, et des mobilisations compliquées à couvrir pour les journalistes aussi. Dans notre région, on déplore un blessé. Un photographe de Sud-Ouest touché par un tir de flashball. C'était le 14 janvier dernier. Voyez le reportage d'Olivier Rioux et Marc Millet. Xavier. Rotule brisée, 45 jours d'ITT. Le photographe victime du tir n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais a déclaré à l'AFP: j'étais clairement identifiable au milieu de manifestants dispersés par les gaz lacrymogènes. Ils m'ont visé, ça a touché le genou. Depuis 3 semaines à La Rochelle, la tension monte chaque week-end. Samedi dernier, encore plus de blessés ont été signalés aux médecins sur place. C'est toujours plus. On aurait eu 20 personnes blessées par flashball, que sur ces 20, il y en aurait à peu près la moitié en dessous de la ceinture, donc l'autre moitié au-dessus. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. On a quand même eu des choses assez graves. On a une personne qui a un traumatisme crânien aussi. Côté force de l'ordre, les réponses sont appropriées et soumises à un cadre d'emploi strict. Donc, nos fonctionnaires déjà qui sont habilités au port donc, de ce flashball ont une habilitation spéciale. Donc vous ne verrez pas tous les policiers en portée. L'usage de cette arme impose aux fonctionnaires d'utiliser celle-ci sur les membres inférieurs et pas au-delà de la ceinture pour éviter les parties donc vitales, bien évidemment. Et d'ailleurs on l'a vu que l'exemple de M. Léoty, malheureusement, il a été touché au niveau du genou parce qu'effectivement il s'est retrouvé dans un axe de tir certainement de flashball. Samedi, 13 interpellations, 12 manifestants ont été placés en garde à vue. 2 sont passés en comparution immédiate avec de la prison ferme à la clé. Pourquoi est-ce que les personnes qui ont commis des violences extrêmement graves avec des ITT lourdes et qui sont dépositaires de l'autorité publique, pourquoi ces personnes-là ne sont pas entendues par les juges avec la même urgence? Moi, voilà la question que je pose. Depuis le début du mouvement, on compte 98 blessés graves chez les Gilets jaunes. À Bordeaux, ce week-end, un homme victime d'un tir de flashball a été placé dans un coma artificiel. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine a saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale.
Et j'ajoute que depuis, notre confrère a porté plainte, mais il refuse de s'exprimer sur le sujet. Et depuis, les chiffres liés à ces violences ont augmenté, on en parlait tout à l'heure. Et tout comme leur partage sur les réseaux sociaux, dès le 2e samedi de mobilisation, ces vidéos ou photos-là circulent plus que les revendications. C'est une statistique des décodeurs du Monde. Gilles Beuchet, là-dessus, sur cette violence. Oui, c'est vrai. Alors, les violences, d'abord, elles sont quand même plus importantes à Paris qu'en province. Enfin, on le remarque assez nettement. Et puis, les images qui sont données de ces violences sont également différentes. Les médias parisiens, les médias nationaux en général, ne se comportent pas tout à fait de la même façon. D'abord, il y a les chaînes info qui sont en direct live. Très souvent, vous avez remarqué, elles diffusent à peu près les mêmes images en boucle. Toutes les 5-6 minutes, vous avez un renouvellement d'images. On a, par exemple, le bandeau de texte en bas d'écran qui vous donne une dernière information, mais vous ne l'avez pas encore à l'image. Il va falloir attendre un certain temps pour avoir enfin le déplacement du journaliste qui est sur le terrain, le temps qu'il aille sur place, le temps qu'il voit de ses yeux. Alors on est obligé quand même de faire confiance. Le journaliste en lui-même, le confrère, mon ancien confrère qui est sur les lieux, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qu'il fait et ce qu'il a vu, ce qu'il raconte, soit exact. En revanche, c'est derrière, un petit peu plus en régie, que le choix des images, le poids des mots et le choc des photos est choisi de manière très particulière. Alors, on a vu, par exemple, que ce sont essentiellement les casseurs qui sont filmés, soit à l'avant du cortège, soit à l'arrière du cortège. Alors, on peut se poser la question. Ça ne représente pas, boule de neige encore, comme on a pu ça le ne voir représente pas les 80% de Gilets jaunes, n'est-ce pas, Monsieur Lotte, qui, eux, sont là pour manifester pacifiquement. Ça fait des mois, donc maintenant 13 semaines, 14 semaines qu'on le dit. 80% des Gilets jaunes sont des gens entièrement pacifiques. Les casseurs, finalement, si on regarde bien, ce ne sont pas les plus nombreux à être blessés. C'est étonnant. C'est essentiellement des gens qui viennent manifester. D'abord parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc ceux-là, ils se font surprendre finalement par les forces de l'ordre. Alors après, le petit nombre de journalistes blessés, bon, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même assez... C'est la marge. C'est vraiment anecdotique. Voilà. Mais surtout, ce que je voulais dire, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une grosse différence de traitement entre les informations parisiennes, nationales, et ce que fait la presse locale. La presse locale passe plus de temps, généralement, à écouter, à rencontrer les gens sur le terrain. C'est pas la même pression. Vous êtes en télévision, vous savez de quoi je veux parler. Quand on va sur le terrain, quand on passe une demi-journée ou 3 heures, 4 heures avec des gens, il y a un lien, un véritable lien affectif qui s'installe. On prend des contacts. On rencontre les gens qui ont différentes opinions. Parce que les Gilets jaunes, c'est pas une idée, c'est pas une revendication. Au début, on se demandait un petit peu. Maintenant, on sait très bien. On voit bien les différents courants. On voit les gens qui lancent maintenant des mouvements politiques, ce qui d'ailleurs, en théorie, est censé être contraire à l'idée même des Gilets jaunes. Si on est Gilets jaunes, normalement, on ne va pas se lancer dans une campagne électorale. Vous voyez ? Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des strates, mais il y a des strates partout. Vous avez des bons journalistes et des moins bons. Vous avez des bons policiers et des moins bons, mais vous avez, excusez-moi de le dire, des bons gilets jaunes, et puis des violents et qui utilisent aussi le mouvement pour se lancer à titre personnel et se faire un peu de publicité, voire entrer en politique. Comment est-ce que vous avez vécu la pression policière de Poitiers ? À Poitiers, ça a été vraiment extrêmement disproportionné. C'est-à-dire que, de l'aveu même de M. Claes, le maire de Poitiers, le mouvement s'est toujours très bien comporté. Il n'y a pas eu d'acte de violence, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de dégradation. Il y a eu quelques moments un petit peu chauds peut-être au tout début du mouvement, mais c'était à peu près compréhensible parce qu'il y avait absolument rien de construit. Maintenant, quand on se retrouve, nous, à manifester tout ce qu'il y a de plus pacifiquement à 50, 80, et qu'on se retrouve avec 14 ou 15 camions de CRS en face de nous, on peut se poser des questions sur la pression policière et sur les intentions réelles de la préfecture et de l'État par rapport à ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu le centre-ville de Poitiers, quand vous avez une manifestation pacifique qui commence à partir du centre-ville, qui fait tout le tour et qu'on rebloque au niveau de Pont-Neuf, alors que les gens sont partis du centre-ville, qu'est-ce qu'on espère en fait en empêchant ces gens de passer ? Avec, encore une fois, une mobilisation policière que certains syndiqués avec qui on est en lien n'ont absolument jamais vue à Poitiers. La question, c'est
quel effet on veut faire. Est-ce qu'on a envie de dire aux Gilets jaunes qu'ils n'ont pas le droit de venir manifester en centre-ville? C'est un choix. Mais derrière, il ne faut pas s'étonner que les Gilets jaunes s'énervent et que ça cherche à pousser et que, quelque part, ça provoque des remous. Quand on se retrouve à une cinquantaine ou une quarantaine à chanter place d'armes et qu'au final, la réponse policière pour peut-être une ou deux canettes qui ont été lancées en direction des forces de l'ordre, c'est de gazer la totalité du centre-ville au point que les commerçants locaux n'ont jamais vu ça, on peut interroger, j'allais dire, la notion de disproportion entre l'infraction potentiellement commise et la réaction policière, en fait. Arnaud Varane, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Nous, on a eu quelques échanges doux amers avec les Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, notamment avec cette manifestation qui a été stoppée effectivement dans le Pont-Neuf et les gens n'ont pas pu revenir en centre-ville. La question était de savoir, notre journaliste qui était sur place a vu des objets volés en direction des forces de l'ordre, de l'avis même de plusieurs Gilets jaunes. C'était pas le cas et il y a d'abord eu de la provocation et ensuite une réponse avec quelques objets qui en volaient. Donc voilà, je pense que les autorités peut-être trouvent qu'il y a de disproportions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en réalité avec ce mouvement-là. Il y a la peur du dérapage, en fait. Il y a la peur du dérapage en permanence et qu'il y a sans doute des moyens que vous trouvez disproportionnés. Mais quand on écoute les autorités, elles ont aussi des arguments à faire valoir. Voilà, chacun a sa vision des choses, chacun a sa sensibilité. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'on est sur la matière humaine. Donc on est sur de l'échange, on est sur quelque chose qui n'est pas là pour le coup factuel, mais qui est de l'ordre du ressenti. Et le ressenti, il est très différent en fonction du gilet qu'on porte. Et ça, nous aussi, on doit être clairvoyants là-dessus, en essayant de donner au maximum la parole aux autorités d'un côté et aux Gilets jaunes de l'autre. Moi, je me souviens de l'après-Charlie. Je me souviens de cette manifestation Place d'Armes le 10 janvier 2015 où, effectivement, on était beaucoup à pleurer nos morts, entre guillemets, et pas que les journalistes, encore une fois, parce que nous, le Club de la Presse, on n'avait pas voulu faire une manifestation uniquement pour les journalistes de Charlie Hebdo. Il y avait eu d'autres morts. Et je me souviens qu'il y avait une forme de panique et une forme de difficulté à appréhender ce que serait la suite, d'une certaine manière. Donc, ce qui s'est passé après le 7 janvier 2015 et la réponse que les autorités ont pu aussi, à un moment donné, apporter au terrorisme, je pense qu'il y a un modèle, d'une certaine manière, qui est calqué à tous les mouvements sociaux un peu d'ampleur, qui dépassent ou qui peuvent, à un moment donné, procéder de cette ampleur inédite. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a et de la méfiance d'un côté et du ressenti, ou en tout cas de la peur que ça dégénère de l'autre. Donc, c'est à prendre en compte. Et c'est à prendre en compte dans toutes nos analyses, franchement. Alors, André Lotte évoquait tout à l'heure la longueur qu'avaient mis les médias à s'intéresser aux violences policières. Là-dessus, vous êtes d'accord, Nicolas Souris ? Oui, alors il y a eu aussi d'autres qui ont fait ce travail, qui après a été relayé par les médias. Hein, il faut le dire, effectivement. Mais le sujet a clairement commencé sur les réseaux sociaux, à travers les partages créés par les Gilets jaunes autour de leurs propres vidéos. Il y a beaucoup de sujets qui, aujourd'hui, débutent sur les réseaux sociaux et qui, après, arrivent dans les rédactions, parce que dans les rédactions, évidemment, on regarde ce qui se dit, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce sont des outils de veille formidables. Alors, on trouve énormément de choses complètement inutiles, voire fausses. Et puis, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, pour nous, c'est aussi un moyen ça ne remplacera jamais le terrain. Ça, c'est très important, je pense, à dire. C'est d'abord l'essence de notre métier, c'est d'aller rencontrer les gens, c'est d'aller sur le terrain. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ces réseaux sociaux, ça peut nous servir d'alerte sur ce qui se passe, sur des sujets éventuellement sur lesquels on va travailler par la suite. Et c'est vrai que pour ce qui est des violences, il y a certainement eu au départ des alertes qui n'ont pas été faites dans les rédactions, mais sur les réseaux sociaux. Et ensuite, les rédactions ont travaillé sur le sujet. Ouais. Et j'ajoute, pour être tout à fait exact, c'est le journaliste David Dufresne, qui est un journaliste originaire de Poitiers, qui a commencé ce recensement sur Twitter et qui a ensuite vraiment fait ce travail de recensement plus exhaustif avec des remontées de terrain. Voilà. Donc comme quoi,
Et je voudrais juste préciser que dans le petit sujet que vous avez passé, je vous parlais à peu près de 98 personnes blessées gravement. D'après David Dufresne, c'est au moins 2 à 3 fois plus de personnes qui ont été gravement blessées. Il parle d'à peu près 400 signalements. On parle de 5 ou 6 mains arrachées, d'une quinzaine de personnes, voire d'une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil. Donc, oui, les chiffres ont évolué. Là, ce reportage, on le rediffuse tel qu'il a été diffusé début janvier. Voilà, on parle de 150 personnes aujourd'hui qui ont été touchées à la tête. Donc, ça veut dire que ça soit des Gli F4, les fameuses grenades de désencerclement, ou que ça soit le lanceur de balles de défense, je dis bien de défense, voilà. Ça veut dire qu'il y a au moins 180 utilisations qui ont été inadéquates ou qui posent question. Et quelque part, si effectivement il y a cette défiance vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias, c'est qu'il a fallu vraiment attendre que la rumeur s'installe, que la rumeur enfle, qu'il y ait des images absolument sordides et extrêmement choquantes qui tournent sur Facebook. Et encore une fois, nous autres, sur les ronds-points, on ne comprenait pas, on voyait ces choses-là. On s'envoyait les images sur Facebook. Mais derrière, ça n'enchaînait pas. Au niveau des médias nationaux, ça reprenait quasiment unilatéralement, de manière univoque, la doctrine de M. Castaner qui nous explique que non, il n'a jamais vu de violence policière et qu'il n'a jamais vu de comportement bizarre vis-à-vis de... J'en profite pour glisser ce chiffre issu de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch. On voit clairement la prédominance des réseaux sociaux comme moyen d'information privilégié par les Gilets jaunes. L'autre chiffre, c'est la moyenne nationale. Monsieur Lotte, comment est-ce que vous vous informez d'une manière générale ? Je regarde Arte, déjà, pour commencer, parce que c'est à peu près l'une des seules chaînes qui tiennent réellement la route. Après, je sélectionne à titre perso les sources d'information. Donc, je suis très branché France Culture. J'ai tendance à aller regarder pas mal de médias et de prendre du recul, parce que relire une information avec 10 ou 15 jours de recul, ça permet d'éviter de se faire enfler, finalement. On essaye de recouper aussi et de contextualiser les informations qui circulent sur Facebook. Donc on essaye petit à petit de privilégier les lives de longue durée, parce que ça permet d'avoir le contexte avant et après. C'est un petit peu, par exemple, ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Jérôme Rodriguez, dont on a bien vu effectivement qui a été blessé, qui est le gilet jaune qui a été blessé à l'œil. Le fait d'avoir ce qui s'est passé avant, après, on l'a vu par la suite, mais on voit bien dans quelles conditions il a été blessé, dans quelles conditions il a été touché. Voilà, je pense que c'est en prenant du recul, en recroisant les informations, en faisant confiance à certaines sources plutôt qu'à d'autres. On est plus branchés, nous autres, Gilets jaunes, Mediapart et Élise Lucet, que Christophe Barbier ou Yves Calvi, ou Routel Krief. La blague qui circule pas mal chez les Gilets jaunes, c'est est-ce que vous savez quel est le porte-parole du gouvernement? Le meilleur porte-parole du gouvernement, c'est Routel Krief. Et le meilleur porte-parole du ministère de l'Intérieur, c'est M. Calvi. Donc, il y a ce recul à prendre et on s'efforce de le prendre, mais c'est assez compliqué, en fait. C'est assez compliqué. Alors, il y a quelque chose aussi qui est né de cette méfiance, de cette défiance vis-à-vis des médias, c'est l'arrivée de certains médias, spécifiquement Internet. Je pense à Brut en particulier. J'ai cru que vous alliez en parler d'ailleurs. Le journaliste Rémi Buzyn, qui lui, en fait, écume avec sa caméra embarquée les manifestations. Alors, effectivement, c'est indiscutable. Mais il n'y a aucune analyse. Il suit bien sûr l'ensemble, il filme en permanence. Quelquefois, on le voit courir parce qu'il a intérêt à courir. Quelquefois, il se demande ce qui se passe. C'est très intéressant. La vraie question, il est journaliste, Brut, et donc un média. La vraie question, est-ce que c'est encore un travail de presse ? Arnaud Varane, là-dessus, les réseaux sociaux, amis, ennemis des journalistes complémentaires. Ni amis, ni ennemis, parce que les réseaux sociaux, ils nous servent aussi de caisse de support résonance. aussi, par rapport à ce qui circule en dehors de nous, j'allais dire. Évidemment que l'audience que les médias traditionnels ont aujourd'hui, elles le doivent aux réseaux sociaux, en partie. Donc, il ne faut absolument pas cracher sur le, sur le messager. Je veux juste dire que ce n'est pas parce qu'on a de la fièvre qu'il faut forcément casser le thermomètre. Voilà. Les médias sont un thermomètre ou un baromètre de l'état de santé du pays. Parfois, effectivement, on les conteste. Parfois, on n'est pas d'accord avec l'histoire qu'ils peuvent
raconter dans leur diversité, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a une presse pléthorique en France, on ne s'en rend pas toujours compte, et on a des milliers de titres à notre disposition. On a la possibilité d'avoir des quotidiens, d'avoir des hebdos, d'avoir des mensuels. On parlait tout à l'heure hors antenne de la diffusion bientôt d'un trimestriel qui s'appellera Zadig. Donc vraiment, il y a de la pluralité, vraiment il y a du pluralisme, et ce pluralisme-là, il vit à condition, et je pense que M. Lotte peut être là-dessus plutôt un initié, à condition effectivement de faire ce travail, d'aller chercher et de lire plusieurs sources, d'exercer son droit au doute aussi par rapport à l'information qui nous est livrée. Et ça, on va parler d'éducation aux médias parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et moi qui me tient vraiment à cœur. Il faut qu'on fasse ce travail-là, nous les journalistes aussi à un moment donné. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure pour retisser le lien de confiance. C'est expliquer, c'est ouvrir les portes de nos rédactions. Moi, j'invite qui le veut à venir voir comment on travaille sur le terrain. Et il n'y a qu'à partir de là qu'à un moment donné, on arrivera aussi à faire prendre conscience des réalités de ce qu'on vit. Il est intéressant aussi de regarder ce qui se passe de l'étranger, de temps en temps d'aller voir les autres chaînes, que ce soit Euronews. Alors CNN, c'est pas forcément la chaîne qui va le plus parler des Gilets jaunes. Et puis il y a une chaîne particulière, je sais qu'elle a un petit peu la préférence ou l'amour des Gilets jaunes, c'est RT France. Oui. RT France, c'est Russia Today, c'est quand même... Alors on peut se poser des questions sur la neutralité, mais ce sont quand même des journalistes. Emmanuel Macron et le gouvernement accusent souvent cette chaîne d'être propagandiste. Alors c'est exact. Pour autant, la plupart des reportages que j'ai vus sur les Gilets jaunes traités par Russia Today, par RT France, franchement, je l'ai trouvé assez objective et assez intéressante, avec vraiment des points de vue factuels. Je n'ai pas trouvé de propagande pro-Poutine dans ces reportages. Et la grande question, c'est, bon, effectivement, on peut mettre en accusation RT parce que ça émane de la Russie. Mais dans ce cas-là, Radio France Internationale, qui est subventionnée qui est payée par l'État français, avec pendant un temps Christine Ockrent, qui était quand même une femme de ministre. Et voilà, donc c'est quand même la voix de la France à l'extérieur. Est-ce que pour autant, quelqu'un qui arrive, qui est russe et qui écouterait ce média devrait se poser des questions parce que ça vient de la France. Il y a un moment ou un autre où il faut peut-être savoir raison garder. Après, je voulais répondre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, il y a énormément de titres. Effectivement, il y a une grande pluralité. Mais quand on regarde derrière, tous ces titres, ils appartiennent à la même poignée de milliardaires, en fait. Ce sont les Lagardère, ce sont les Drahi, ce sont les Pinault qui possèdent une large partie de la presse entre leurs mains. Et ça, quelque part, ça pose Après, c'est à ces médias d'organiser en interne des sociétés de journalistes pour défendre le droit de traiter de n'importe quel sujet, y compris ceux qui concernent... Oui, mais c'est quand même l'ère dominante, j'allais dire libérale. C'est un petit peu ce qu'on voit dans C'est dans l'air, en fait. C'est dans l'air, effectivement. C'est ça. On peut se demander, en fait. Monsieur Drahi, il a quand même soutenu Monsieur Macron dans son élection. Et donc, Monsieur Drahi est patron de presse. Où se situe la limite entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique? C'est quand même plus que douteux, en fait. Quand on voit, par exemple, M. Lagardère, qui possède des organes de presse, mais également qui possède des entreprises dans l'armement, il fut un temps où déontologiquement et au niveau de l'éthique, les marchands de canons n'étaient pas censés, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, n'étaient pas censés également détenir des organes de presse parce qu'on avait peur justement que les marchands de canons se servent de leurs organes de presse pour pouvoir pousser à la guerre et vendre encore plus d'obus, de canons et ce genre de choses. Donc on peut quand même se poser la question de l'impartialité et de la... Il faut toujours se poser la question. Là, je vous rejoins totalement. On peut toujours se poser la question de la concentration des médias. Il se trouve qu'on est dans un pays où, effectivement, c'est les grandes puissances, globalement, qui détiennent une grande partie de la presse. Après, il y a des Mediapart, après, il y a des médias, il y a le 1, il y a tout un tas de titres de presse qui sont détenus par de petits actionnaires et que vous ne pouvez pas suspecter finalement d'appartenir à des grandes puissances. Et donc, à un moment donné, le raisonnement, il faut qu'il soit éprouvé par les faits. Et je peux vous dire qu'il y a des sociétés de journalistes dans ces grands médias qui se font forts, et notamment au Monde, par exemple, puisque là, il y a une partie des actions du Monde qui vont être achetées par un milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Shredinsky, qui se font forts, à un moment donné, d'affirmer leurs valeurs. Et affirmer leurs valeurs, ça veut dire sortir des sujets
Quand France 3 diffuse à la place de Canal+ un documentaire sur Bolloré, on ne peut pas considérer, pourtant Bolloré est en affaire avec l'État, que France 3, chaîne du service public, fasse de la censure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de contre-exemples qui peuvent vous démontrer qu'à un moment donné, le service public, y compris détenu par l'État, fait ce job-là en liberté. Et le débat qu'on a ce soir, ça le démontre aussi. Ce que fait Élise Lucet avec Cache Investigation et avec Envoyé spécial, pour le coup, ça se fait très bien. Ce que faisait Paul Moreira sur Canal+, c'était aussi un exemple et un modèle d'indépendance. Voilà, donc on peut avoir effectivement de la suspicion, en tout cas du doute, mais après, il faut vraiment que ce doute-là, il soit à l'épreuve des faits. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, ce sont les faits. Et ce que je suis en train de vous dire, voilà, je l'éprouve. Allez, tout ne va pas si mal. Entre Gilets jaunes et journalistes, il y a aussi eu de très bons accueils de la presse. Ainsi, au fil du mouvement, outre le suivi des manifestations, nous avons tenté de prendre le temps d'échanger avec les personnes impliquées. C'est le cas, par exemple, de cette équipe de France 3 Aquitaine. Elle a passé 3 jours et 2 nuits aux côtés de Gilets jaunes installés dans les Landes et aux Pays-Bas. C'était en décembre dernier. Voici le résultat. C'est un rendez-vous incontournable. 2 à 3 nuits par semaine, barrage filtrant, péage gratuit à Biriatou. Et le plus souvent possible, Angéline et Thomas Guyot sont de la partie. Il est ancien routier en reconversion professionnelle. Elle est fonctionnaire territoriale en accident du travail. Ce couple landais a endossé le gilet jaune dès le premier jour. Tout ce que j'entends des différents gens que je rencontre, j'ai l'impression que j'ai toujours porté ça en moi, le sentiment d'injustice. Voilà, je le porte depuis bon nombre de temps et c'est vrai que je le fais aussi pour mes enfants, pour qu'ils aient un monde meilleur et je me dis que ça passe par nous, les peuples, peuples du monde, citoyens du monde. Si on se soulève tous ensemble, on peut changer les choses. On ne croit plus en la politique, ça y est, on n'y croit plus, ça fait 35 ans, 40 ans qu'ils nous mènent en bateau, on n'y croit plus et ça ils n'arrivent pas à le comprendre, qu'on n'en veut plus de politique, quoi. On veut que ce soit nous qui gérions toutes les choses parce que nous on vit les choses, on ne gagne pas à 10 à 15 000 euros par mois, les avantages c'est fini, c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre, quoi. Fonctionnaires, retraités, chômeurs, artisans, depuis un mois ils occupent les ronds-points. À Bénesse-Marraine dans les Landes, ils sont une 50aine à se relayer. C'est le cahier pour les roulements pour la nuit et le jour, pour qu'on ait toujours du monde sur le QG ici. Il y en a qui arrivent après leur travail, qui bossent de nuit et qui viennent prendre le poste sur 1 heure ou 2. Il y en a d'autres qui viennent avant de venir bosser, par exemple de 4 heures du matin à 6 heures ou 7 heures. Un mouvement né sur les réseaux sociaux, avec pour point de départ le ras-le-bol fiscal. J'avais 2 employés, obligé de les licencier, de fermer ma société, parce que trop de charges. Pourtant, j'avais des chantiers à l'année, un carnet de commandes plein, mais voilà, aucune solution. Donc obligé de fermer pour me mettre à mon compte seul et de recommencer tout seul. Et il n'y a que là où j'arrive un petit peu à m'en sortir, mais bon, c'est toujours la même galère, on va dire. Mais au fil des semaines, les revendications prennent un tour plus politique. Si le pouvoir d'achat reste une préoccupation, le référendum d'initiative citoyenne devient la priorité. Pour le référendum, ça nous permet en fait quand une loi ne nous plaît pas, de la révoquer, ou quand un représentant du gouvernement ne fait pas ce qu'on a envie qu'il fasse, de le révoquer aussi. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC pour les intimes, une idée théorisée par Étienne Chouard, ce professeur d'économie marseillais, est très populaire sur les réseaux sociaux. Il a d'abord séduit la gauche avant de flirter avec l'extrême droite. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par François Asselineau, tous avaient repris le référendum d'initiative citoyenne dans leur programme présidentiel. Aujourd'hui, l'idée prospère chez les Gilets jaunes, qui se sentent méprisés par l'Élysée. J'ai mon épouse qui touche 800 € par mois. Et si vous voulez vivre avec 800 € par mois, et qui donne 9 millions d'euros à l'Europe, pourquoi faire? Pour la donner aux Français, aux citoyens. Cette colère, le président de la République dit l'avoir entendue. Mais les propositions d'Emmanuel Macron lundi dernier n'ont pas apaisé les plus radicaux. La raison pour laquelle on ne peut plus s'arrêter et on est motivé plus que jamais, c'est qu'on a retrouvé une fraternité. Dans ce mouvement, on ne parle ni de politique, même si on en fait, ni de religion, etc. On est tous mélangés, on échange, on s'entraide, on se soutient et on est tous les uns pour les autres.
Malgré la baisse de la mobilisation lors des manifestations du week-end dernier, les Gilets jaunes restent campés sur leur rond-point. Convaincus de parler au nom du peuple, ils ne veulent plus se taire. Alors, est-ce que la solution, elle n'est pas là, dans ce temps passé auprès de ceux qu'on... Bien sûr, mais le problème, c'est que c'est devenu un luxe dans les rédactions de pouvoir travailler 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines sur un sujet. C'est vrai qu'on est trop prisonnier de l'agenda dans les rédactions. C'est-à-dire qu'on s'oblige à faire ce qu'on appelle l'agenda, c'est-à-dire des rendez-vous qu'on a par des communiqués presse, par des institutions. Et on n'arrive pas à se détourner de ça pour se dire prenons le temps. Prenons le temps de travailler sur des sujets d'enquête. Prenons aussi, acceptons l'idée qu'on ne trouve pas. Travailler 48 heures, 72 heures sur un sujet et arriver devant son rédac chef et lui dire non, finalement, il n'y a rien. Je ne peux rien faire pour le moment. Peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, je reprendrai ça, mais tout de suite, je ne peux rien publier. C'est très difficile aujourd'hui dans les rédactions de dire ça. Donc, on est de plus en plus contraints, on est de moins en moins nombreux dans les rédactions. Et c'est vrai que c'est devenu un luxe d'enquêter. Quand je vois ce que fait, on parlait d'Élise Lucet et de Cache Investigation, c'est des enquêtes d'1 année, quelquefois. Alors, l'équipe qui fait ça ne fait pas que ça pendant 1 an, mais travaille énormément ne serait-ce que se documenter sur un sujet, avant d'aller faire son terrain, de comprendre les enjeux du terrain, de rencontrer plein de personnes, d'aller voir des avis différents. Ça demande du temps, ça demande aussi de l'espace derrière, soit de l'espace rédactionnel dans la presse écrite, soit de l'espace d'antenne audiovisuelle. Et c'est pas ce qui passe dans les chaînes d'infos continues. Il faut arriver à faire sortir cette valeur ajoutée quand sur Internet, il y a des robinets à contenu, comme on le disait tout à l'heure. Oui, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que, effectivement, aujourd'hui, le média phare, c'est Twitter. Aujourd'hui, dans les rédactions, on a peur de quoi? On a peur de rater l'info. On a peur de ne pas être le premier à la donner. C'est un peu une des raisons pour lesquelles, moi, je me suis éloigné de cette profession. Ce n'est pas le métier que j'ai appris au XXe siècle. Arnaud en connaît également un petit peu les tenants et aboutissants. Et justement, un journaliste qui va sur un rond-point pendant 20 minutes, 25 minutes pour faire son reportage, qu'est-ce qui se passe? Il va aller rencontrer, il va aller vers un groupe de personnes et il va essayer d'avoir des interviews, des choses intéressantes à dire. Alors ça me rappelle un exemple spécifique passé dans Centre Presse La Nouvelle République, ici dans la Vienne, un confrère que je connais bien. Le reportage, le papier en lui-même était très bien, très factuel. Et dessous, il y avait, vous savez, un petit portrait par colonne. Comme il y a 5 colonnes, il y avait 5 petits portraits, 5 petites photos d'identité qui sont les Gilets jaunes. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est super, c'est intéressant. Et alors là, je suis tombé de haut. Ces 5 Gilets jaunes, ils avaient tous l'étiquette Rassemblement National. Il faut arrêter de faire croire aux gens que les Gilets jaunes votent Rassemblement National ou votent Mélenchon. Les extrémistes, bien sûr, il y en a, ça représente à peu près tout. La seule chose pour laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est la politique de Macron. Ça, effectivement, un gilet jaune macroniste, j'en ai pas encore trouvé. Mais si je peux jouer un peu mon vieux journaliste paternaliste, travailler de manière contradictoire, essayer de trouver une variété de témoins, c'est la moindre des choses. Essayer de se trouver, comme on va essayer de trouver une femme, un homme, un jeune, un vieux, un blanc, un noir, on va essayer de trouver quelqu'un un peu d'extrême ou quelqu'un de plus modéré. Mais le jeune journaliste qui a fait ça, il n'avait pas le temps. Très clairement, il n'avait pas le temps. Moi, je trouve ça choquant, ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait. Quand vous dites que c'est un luxe de pouvoir enquêter ou quoi que ce soit, je vais peut-être faire un résumé, mais moi, j'entends, c'est un luxe de faire mon travail correctement. Parce que comment est-ce qu'on peut aller sur le terrain et parler d'un sujet aussi compliqué que les gilets jaunes, que l'intégration, que ceci, que cela, sans aller durablement sur le terrain, sans avoir clairement les moyens d'investiguer, les moyens et le temps de faire. Tout dépend le rythme du support. Quand on est sur une forme quotidienne ou d'actualité comme la PQR ou comme nous, quotidiennement, il y a un reportage à rendre pour le soir. Je sais bien, mais ça veut dire que l'information qui est diffusée n'est pas nécessairement de qualité, n'a pas été forcément pensée. On essaie de le faire autant que possible, mais ça suppose parfois des biais. Voilà, ça il y a souvent aussi un format prédéterminé. On sait qu'on va avoir, pour la presse écrite, 5 colonnes, une demi-page, ou si on va avoir... et quelquefois, on devrait faire le contraire. On devrait dire, on va sur le reportage et on va voir ce qu'on va lui consacrer. Très souvent, le média, il fonctionne à l'envers. Il décide qu'on va consacrer tel volume à l'information, et quelquefois, ça ne vaudrait pas le coup. Ou, à l'inverse, ça vaudrait plus. Après, on a aussi des marges d'adaptation pour ce qui nous concerne. Quand on a justement de la matière intéressante qu'on ramène du terrain, on peut négocier d'avoir plusieurs secondes. Alors là, ça se compte en secondes, ça peut sembler dérisoire, mais
C'est la quantité dont on dispose, effectivement. Comprenons-nous bien, quand je dis c'est un luxe, je le regrette. Je suis le premier à le regretter. On comprend bien aussi. C'est comme ça qu'on l'entendait, mais quelque part, c'est... Il faut bien regarder que les médias aujourd'hui sont dans une position de faiblesse. Il y a une vraie paupérisation dans les rédactions. Il y a beaucoup de smicards parmi les journalistes. Et je pense qu'au moment des assises du journalisme à Tours, du 13 au 15 mars prochain, ils porteront leur voix aussi d'une certaine manière, parce qu'ils font un travail qui est précaire, avec un avenir qui est incertain. Mais les rédactions, très clairement, sont en position de faiblesse parce qu'elles n'ont pas forcément toujours les moyens, et elles ont parfois de moins en moins de moyens pour envoyer des journalistes sur le terrain dans la durée. Ça ne veut pas dire que le temps que ces journalistes vont passer sur le terrain ne sera pas un temps de qualité et que l'échange et que l'écoute sera moins bonne. Et je pense que le travail qu'ont fait mes confrères et que nous avons fait avec ce mouvement des Gilets jaunes en atteste. Mais il faut bien regarder quand même qu'aujourd'hui, on est de moins en moins lu, de moins en moins regardé et de moins en moins écouté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nécessaire que de renouer ce lien, ne serait-ce que pour un moment donné, réattirer des lecteurs, réattirer des auditeurs, réattirer des téléspectateurs et finalement se revigorer d'une certaine manière et faire ce travail contradictoire du mieux possible et encore mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Mais voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Moi, c'est ce que j'avais dit il y a 3 ans au moment des attentats de Charlie. La meilleure manière de nous soutenir, c'est ça, finalement. C'est de nous suivre, pas toujours d'être d'accord avec nous, parfois de nous engueuler. Au contraire, c'est dans l'échange. Parce qu'on s'appelle média, il y a le terme de médiateur à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on est à l'interstice de plusieurs choses. Et j'en profite pour dire qu'à un moment donné, il faudra que cette idée de conseil de presse qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais qui n'arrive pas à aboutir, puisse aboutir. Un conseil de presse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, des citoyens qui passent dans le journal et qui ne sont pas forcément contents du traitement dont ils ont fait l'objet vont pouvoir saisir cette instance, qui ne sera pas une instance uniquement pour taper sur les doigts des médias, mais qui sera une instance pour justement faire cette médiation et faire en sorte qu'on puisse échanger, on puisse discuter et qu'on sorte de la simple rubrique courrier des lecteurs. Ça, je crois que c'était extrêmement important parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui Facebook fasse ce travail-là. Aujourd'hui, on ne s'écoute pas forcément sur Facebook, on ne débat pas sur Facebook. On s'engueule au mieux et on s'ignore au pire. Et les algorithmes proposent toujours des contenus qui conviennent à l'état d'esprit qu'on affiche déjà. Donc il y a une forme de... Il y a un effet miroir, effectivement. Il y a un effet miroir qu'il faut absolument casser. Moi, je suis ravi de ce débat-là parce que c'est l'occasion d'échanger en vrai, dans la vraie vie, avec de vrais arguments. Et c'est hyper sain sur le plan démocratique. Alors, il y a autre chose aussi. Les médias aujourd'hui sont en global média. C'est difficile de savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, la presse écrite fait aussi du son et de la vidéo, donc de la radio et de la télé. La télé, aujourd'hui, par Internet, fait aussi de la presse écrite. Est-ce que, quelque part, on ne s'est pas trompé de chemin en voulant en faire trop? Est-ce que ce ne serait pas bien, simplement, que la télé fasse de la télé, que la presse écrite fasse de la presse écrite et qu'il y ait des médias Internet? Moi, je dis ça, je dis rien. C'est comme les assurances qui veulent vendre de la banque et les banques qui veulent vendre de l'assurance. On est dans une globale information. Allez, avant de poursuivre, petit détour par le Périgord, toujours dans ce souci de mieux comprendre le mouvement. On voyait ce portrait croisé de Gilets jaunes. D'un côté, Morgane, 31 ans, auto-entrepreneuse. De l'autre, Didier, 60 ans, cheminot à la retraite. Deux parcours bien différents, réunis autour du même combat, celui des Gilets jaunes. Depuis le 17 novembre, Morgane, propulsée malgré elle, porte-voix du mouvement et sur le pied de guerre, chaque matin à Trélissac. Ce qui est dur déjà, c'est le temps qui change tous les jours, c'est le froid, c'est le fait d'être là et d'essayer de lutter et de s'acharner et de voir qu'en fait, en face de nous, on a toujours un mur. Infatigable, Morgane consacre 15 heures par jour aux Gilets jaunes. Prothésiste ongulaire, elle a réduit drastiquement son activité, mais se résout certains jours à aller travailler. Moi, j'ai mon mari qui travaille, mais il faut bien faire rentrer de l'argent quand même en attendant. Et donc, il faut que je prenne un peu de temps aussi pour mes clientes à moi. Si Morgane tient bon, c'est pour l'avenir de ses enfants, dit-elle. Idem pour Didier. Lui est sur place 24 heures sur 24. Il a même installé sa maison sur le terrain occupé par les Gilets jaunes. Tout ce qui est frais et qui risque, on le garde dans le frigo. Là, c'est mon antre, c'est là où je dors. Et on s'en sert aussi de QG de réunion. Dans son camion, Didier recoupe inlassablement les informations. Il aide le groupe à garder la tête froide. Ce qui est dur, c'est de gérer des individus. Il y a des fausses informations toutes les minutes. Là maintenant, j'arrive à faire le tri et c'est pas simple. Parce que quand on est en groupe, on entend de tout. Il y a des rumeurs, il y a des choses vraies.
Tant que je n'ai pas vérifié, pour moi, ce n'est pas une vraie info. Des gilets jaunes, loin d'être affaiblis par ces 3 semaines de grogne, Didier, lui, est prêt à réveillonner sur place. Il fait un travail de journaliste, ce gilet jaune, un travail non partisan. Oui, c'est un beau portrait d'ailleurs, d'un homme très... en plus, comme on dit, il a une gueule, il a une histoire, et puis ce qu'il dit est tout à fait intéressant et pertinent. Oui. Ouais. Il fait du travail de vérification de l'info, ce qu'on fait tous les jours. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de segmenter les médias entre la télé fait de la télé, Internet fait de l'Internet, là-dessus, vous n'êtes pas tous d'accord? Et puis aujourd'hui, les rédactions forment des hommes orchestres. Aussi. Oui, les écoles de journalisme, je veux dire. C'est 2 choses différentes, c'est-à-dire travailler différemment la matière première qu'est l'info selon les supports. Moi, je suis pour. Encore faut-il savoir le faire, donc être formé à ça. Et la deuxième difficulté, ce que vous dites, c'est-à-dire l'homme orchestre, c'est-à-dire qu'on demande aux journalistes en même temps de faire tous les supports. Et c'est là où ça pose problème, parce qu'on ne peut pas être bon en même temps partout. Par contre, à un moment donné, un journaliste qui va plutôt travailler sur du récit multimédia et délaisser un peu son support d'origine, qui peut être la presse écrite, qui peut être la radio, qui peut être la télé, moi je trouve ça très bien. Raconter une ambiance par du son, c'est pas la même chose que de raconter par l'image, que de raconter par les mots. On fabrique de l'image avec du son, on fabrique de l'image avec de la vidéo. Donc jouer sur ces façons de raconter l'information, moi je trouve ça très bien. Par contre, qu'on nous demande de tout faire en même temps dans un temps de plus en plus contraint, là ça pose véritablement problème. Mais c'est la tendance, avec la précarisation aussi. À grande échelle. Oui, complètement. Après, je crois qu'il y a beaucoup une histoire de temporalité. On parlait tout à l'heure de l'accélération du temps. On ne peut pas avoir une information brute à 12h10 et à 16h avoir fait le tour de l'analyse et avoir circonstancié finalement cet accident, ce fait divers. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on accepte tous collectivement qu'il y a le temps de l'info, qu'il y a le temps effectivement du fait, et que le temps d'analyse, il doit intervenir plus tard. Et nous, les journalistes, on doit aussi l'accepter sans forcément regarder sur le compte Twitter ou Facebook ou Instagram du voisin pour savoir quelle histoire il a racontée et de quelle manière il l'a racontée. Parce que je crois que ça, c'est une vraie course perdue pour tout le monde. C'est pas en faisant du suivisme qu'on va vers la qualité. C'est vrai. Et puis il y a l'histoire des chiffres aussi. Les chiffres sont rois aujourd'hui. On se bat toujours pour savoir s'il y avait 30 personnes, 300 personnes, 3000 personnes. Quelquefois, c'en est même ridicule. Sur les réseaux sociaux, on voit bien, avec les gilets jaunes, on publie des photos. On voit des milliers de personnes dans la rue, et puis on a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous dit « Oh, ils étaient 300 ». Bon, alors, évidemment, d'habitude, pour les manifestations classiques, syndicales, vous avez des chiffres syndicaux. Là, ce n'est pas le cas. Les seuls chiffres qu'on a, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors là aussi, ça pose un vrai problème. Le journaliste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de compter, il a des techniques, on fait des petites tranches, on regarde des groupes de 10 personnes, et on compte les groupes de 10 personnes, on se dit, bon, voilà, à la louche, il y a plus près de 1000 ou plus près de 1500. Et c'est pas toujours exact, c'est pas toujours facile à faire. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que vraiment, c'est de savoir s'il y a 1000 ou 1500 personnes? Et on s'approche de la conclusion de cette émission. Globalement, André Lotte, comment est-ce qu'on pourrait faire pour réconcilier Gilets jaunes et journalistes? Ça va être compliqué. Continuez localement à faire votre travail, mais il faudrait aussi, je pense, et j'insiste là-dessus, vraiment une remise en question de ce système de désinformation en continu des grandes chaînes, parce que tout à l'heure, vous parliez effectivement du temps de l'analyse qui doit venir en son temps. Qu'est-ce qu'une chaîne de médias en continu, finalement? C'est des images qui passent en boucle et des gens qui pérorent, qui meublent et qui n'ont pas forcément le recul nécessaire et encore moins la connaissance sociologique pour parler réellement des sujets et de la matière humaine qu'ils abordent. Et ça crée un décalage qui est absolument énorme, en fait. Encore une fois, quand on vous raconte... On vous explique que ce que vous avez vu depuis votre fenêtre, ce n'est pas ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que vous avez compris, et qu'on vous explique que vous êtes trop con pour comprendre en fait les tenants et les aboutissants, au bout d'un moment, il sera complètement illusoire d'imaginer qu'on puisse se réconcilier. Mais encore une fois, on a besoin d'une presse indépendante, on a besoin d'une presse libre, on a besoin de soutenir Mediapart, on a besoin de gens comme Élise Lucet qui creusent et qui investiguent, et donc tout le monde pas dans le même sac, mais... Faites votre boulot. Enfin, c'est tout ce qu'on vous demande. Cette crise des Gilets jaunes, en tout cas, aura permis aux chaînes d'info, y compris BFM TV, y compris celle-là, d'engager une réflexion. Peut-être pour limiter les duplex, c'était aussi une tendance
qu'a lancé Oui, CNews. complètement. Je pense que la réflexion, elle doit être globale et la remise en cause, elle doit être globale. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité individuelle des gens. Si les chaînes d'information en continu cumulent de telles audiences, c'est qu'il y a des gens aussi qui les regardent, ces chaînes d'information en continu. Donc, il y a aussi une question de responsabilité. Si on n'est pas d'accord avec le contenu, moi, je ne vais pas acheter un journal dont je ne suis pas d'accord sur la ligne éditoriale. Voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important à faire, tout en balayant devant notre porte et tout en corrigeant nos défauts qui sont nombreux. Merci. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Il est consultable sur nos pages Facebook et sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle, les assises de la presse se tiendront à Tours les 13, 14 et 15 mars prochains avec pour thème les médias. Tous les mêmes, point d'interrogation. Une page Facebook a été créée pour l'occasion. Elle s'intitule « Journalistes et citoyens ». Et si on se parlait, tous les contributeurs sont les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt sur Noah.